Deuxième partie de Paris-Jaffa, rebonsoir, Paris vu d'ici, de Jaffa. Paris-Grognon, Paris-Bougon, Paris, Julia Ganancia. Arrivée sous tension à Matignon. Au total, 9 organisations syndicales sont reçues par Manuel Valls en présence de Bernard Cazeneuve. À l'issue de 2 heures de réunion, le Premier ministre propose l'ouverture d'une concertation avec les taxis ainsi que la nomination d'un médiateur. Manuel Valls ordonne également d'amplifier les contrôles afin de faire cesser tout comportement abusif et garantir les conditions d'une concurrence loyale entre les taxis et les VTC. Plus tôt ce matin, scène de chaos porte-maillot à Paris. Un concert de klaxons, des pneus brûlés, des opérations escargots, premiers incidents, plus d'une vingtaine d'interpellations et une circulation bloquée. Les chauffeurs de taxi protestent contre la concurrence et les dérives des VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur. Je voudrais que le gouvernement prenne ses responsabilités et fasse en sorte que le taxi et le VTC, voilà, ça soit bien distinct et que le VTC ne se transforme pas en taxi parce qu'il y a une cannibalisation en fait. C'est ça qui se passe. Les taxis ne sont pas les seuls à descendre dans les rues ce mardi. Les enseignants aussi se mobilisent. Un professeur sur 5 observe la grève selon le ministère de l'Éducation nationale. Un cortège de plusieurs centaines de manifestants est en route pour rejoindre les Invalides. Ils protestent contre la réforme des collèges et la suppression d'une partie des classes bilingues et réclament aussi une augmentation des salaires. Cette réforme va dans un sens d'un déracinement complet, moins de français, moins d'histoire, plus de latin. Donc c'est une éducation au rabais. Voilà, et c'est pour cela qu'on se bat vigoureusement et qu'on ira jusqu'au bout, jusqu'à l'abrogation de cette réforme. Autre mobilisation, celle des contrôleurs aériens qui désertent les aéroports. 20% des vols sont annulés. Les syndicats refusent d'être soumis au nouveau système de primes, un système qui, selon eux, affecte leur pouvoir d'achat. Le mouvement le plus spectaculaire, bonsoir Johanna Citruc, c'est évidemment celui des chauffeurs de taxi. Comment expliquer une telle colère, une difficulté d'adaptation à l'économie qui forcément évolue ? Alors effectivement, on est en train de passer d'une société, d'une économie traditionnelle, donc avec un consommateur d'une part et un prestataire d'autre part, à une économie collaborative où tous les consommateurs sont susceptibles de proposer leurs services. Aujourd'hui, de plus en plus de secteurs sont concernés, du tourisme à la restauration, en passant évidemment par les transports. C'est ce qu'on appelle donc l'ubérisation. Le problème, c'est que toutes ces nouvelles sociétés, donc comme Uber, comme Blablacar ou Airbnb, proposent des prix beaucoup moins élevés que les entreprises classiques pour ne pas se faire écraser bien par cette nouvelle concurrence. Les acteurs de l'économie traditionnelle doivent s'adapter et surtout doivent innover. Mais apparemment, avec cette nouvelle grève, ce n'est pas l'évolution, mais la résistance que les chauffeurs de taxi ont choisi. Ils réclament une aide financière et une baisse du prix de leur licence. Et pourtant, le gouvernement a tenté de rétablir l'équilibre entre les uns et les autres. Oui, effectivement, l'État a déjà donné plusieurs coups de pouce aux chauffeurs de taxi. Par exemple, en 2014, avec la loi Thévenoud qui a été mise en place pour réglementer le secteur. En mai 2015, le Conseil constitutionnel interdit aux VTC de marauder, c'est-à-dire de stationner ou de rechercher des clients. Quelques mois plus tard, fin septembre, c'est Uberpop qui a été suspendu. Uberpop, c'est un service d'Uber qui permet à tous les chauffeurs, à tous les particuliers de s'improviser chauffeurs, donc comme vous et moi. Et ce mardi, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé un renforcement des contrôles à destination des VTC ainsi qu'une concertation avec les taxis, donc pour tenter de trouver des solutions pour une concurrence plus saine. Merci Johanna. On va retrouver en direct de Paris Yann Asquette. Bonsoir. Vous êtes le président et cofondateur de Chauffeurs Privés et président de la Fédération française du transport sur réservation. Alors accusé, levez-vous. Non mais restez assis. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Alors je dis accusé parce que vous l'êtes d'une façon assez violente par les chauffeurs de taxi. Est-ce que vous vous sentez coupable ? Écoutez, absolument pas. Effectivement, on est accusé tous les 6 mois régulièrement depuis qu'on a lancé la société il y a 4-5 ans. Je pense qu'on en est quasiment à la 6e ou 8e grève. On fait beaucoup d'amalgames, on mélange beaucoup de choses. Les taxis nous accusent d'être une concurrence déloyale, de ne pas avoir les mêmes règles, etc. À beaucoup d'égards, les règles qui s'appliquent au VTC sont beaucoup plus astringentes et plus
plus compliqué que pour les taxis. Par exemple, l'accessibilité au métier, les contraintes sur le véhicule. Parlons également de la fiscalité, parce qu'on nous accuse de ne pas avoir les mêmes avantages fiscaux, ou en tout cas les désavantages fiscaux que les taxis, en disant qu'on ne paye pas de charges. Or, par exemple, un exemple très concret, dans les VTC, chez chauffeurs privés, tous les paiements se font par carte bancaire, par l'application. Oui, mais c'est bien la preuve que votre discours est très sont fiscalisés, contrairement aux taxis. Oui, mais en amont, et la licence, manifestement, il y a un coût beaucoup plus élevé pour les chauffeurs de taxi traditionnels. Alors, ça n'est pas un coût. Il faut dissocier un investissement d'un coût. Donc, très très rapidement. Première chose, la licence n'est pas vendue par l'État, elle est donnée. Donc vous l'obtenez gratuitement par l'État après avoir attendu 3 ans. D'ailleurs, initialement, la licence n'était pas cessible, elle a été sous demande des taxis en 1995 qui ont fait pression pour pouvoir commercialiser un bien qu'ils avaient, qui leur avait été donné par l'État. Deuxièmement, les taxis ont organisé la rareté de leur licence pour justement faire monter les prix. Le prix de la plaque est passé en 2002 a doublé de 2002 à 2012. Donc le prix de la plaque est passé de 120 000 à 240 000 euros. Troisièmement, le prix de la plaque aujourd'hui, et c'est public, vous pouvez aller au Morillon, c'est une adresse dans Paris qui s'occupe justement d'enregistrer les ventes de plaques, est actuellement de 182 000 euros. Or, le prix a atteint des pics de 240, mais en moyenne, il était autour de 210. Sans rentrer dans quelque chose de trop technique, on comprend que le prix de la plaque s'est un peu effrité de 10%. Ça n'est pas là l'effondrement que les taxis proclament à tout va. Mais alors, quand les chauffeurs de taxi disent que vous n'avez pas les mêmes contraintes, ils ont tout faux? Absolument pas. Un exemple sur lequel, par exemple, un point sur lequel, par exemple, ils ont raison, c'est la limitation du nombre d'heures. Un chauffeur de taxi a le nombre d'heures, c'est beaucoup plus contraignant effectivement puisqu'il y a maximum 11 heures sur une période roulante de 24 heures il me semble. Il n'y a pas cette contrainte-là sur le VTC, effectivement. Mais à l'inverse, regardons les avantages que le taxi a. L'avantage que le taxi a, c'est qu'il va certes investir et pas dépenser de l'argent pour une plaque, puisqu'il va le revendre après, parfois avec une plus-value, parfois avec une moins-value, mais c'est le jeu des investissements. Mais cet investissement, qu'est-ce que ça va lui donner comme droit? Ça va lui donner le droit de travailler dès le premier jour dans la rue. C'est un peu comme un fonds de commerce. Dès le premier jour, il met aluminium, et puis tous les clients, les touristes, les Parisiens, en tout cas les citadins, le reconnaissent comme un moyen de transport qu'ils peuvent utiliser. Et par ce biais-là, ils n'ont pas à payer de commission, contrairement au VTC qui paye une commission à des plateformes comme Chauffeur Privé, qui en question une commission au passage pour le fait d'envoyer des clients. Le gouvernement, dans un souci d'apaisement, a pris des mesures, va sans doute en prendre de nouvelles. Est-ce que vous acceptez, par exemple, de ne pas marauder, de ne pas aller chercher le client? C'est ce que aussi vous reprochent les chauffeurs de taxi. On nous reproche beaucoup de choses. On nous reproche de payer moins d'impôts qu'eux, alors que factuellement, c'est faux. Alors encore une fois, sur la maraude, nous ne faisons pas de maraude. Chauffeurprivé.com, c'est une application, donc une application smartphone, qui va mettre en relation des chauffeurs VTC avec des clients. Donc les quelques VTC, d'ailleurs certains d'entre eux ne le sont pas du tout, puisque ce sont des particuliers qui n'ont aucune autorisation, qui vont effectivement aux aéroports, à Charles de Gaulle, à Orly et même dans les gares parisiennes, et qui vont alpaguer le client. Non seulement nous sommes contre, puisque nous ne touchons aucune commission, mais nous soutenons les taxis dans leur combat contre cela. Et nous avons d'ailleurs, ça fait 4 ans, puisque les tables rondes, on en a eu, je pense que c'est la 4e. Voilà. Évidemment qu'on les soutient dans ce combat contre les VTC qui font de la maraude, qui sont d'ailleurs pas VTC. Voilà. Vous avez observé la colère des chauffeurs de taxi. Est-ce que vos chauffeurs, vous-même, craignent parfois pour leur propre sécurité ? Alors factuellement, les chauffeurs ont compris depuis les nombreuses grèves que nous avons que les jours de grève, il ne fait pas bon sortir. Donc malheureusement, c'est une journée un peu compliquée, en tout cas contradictoire pour nous, puisque c'est un jour où on affiche le record en termes de nombre d'inscriptions de nouveaux clients, puisque les clients découvrent ce genre de service-là par les émissions dans lesquelles nous sommes invités et par les médias en général. Et à l'inverse, les chauffeurs, eux, ne viennent pas se connecter puisqu'ils ont peur de se faire caillasser ou d'avoir leur véhicule dégradé, puisque c'est ce qui s'est passé lors des dernières manifestations. Donc malheureusement, on a moins de chauffeurs pour plus de demandes. Merci beaucoup Yann Asquet. Je sais que vous devez repartir à 19h40. On tient notre promesse. Il est 19h39, heure de Paris. Vous pouvez partir. Merci encore. Votre succès est tel que vous provoquez une crise politique ici même en Israël, au plus haut niveau. Jonathan Serrero. Cible privilégiée des taxis traditionnels, l'application Uber a fait l'objet cette semaine en Conseil des ministres d'une vive querelle entre le Premier ministre Netanyahou et son ministre des Transports Israël Katz. Le chef du gouvernement israélien a reproché à son collaborateur de ne pas avoir donné suite à la demande de la société de covoiturage. Cette dernière souhaitait étendre son activité dans tout le pays. Et pour cause, l'emploi du service Uber par un conducteur particulier est considéré comme illégal en Israël. Seuls les taxis professionnels ont le droit de l'utiliser depuis son lancement au mois de novembre 2014.
Pourtant, certains chauffeurs privés n'hésitent pas à enfreindre la loi et à se muer en taxi. Uber constitue pour eux une source non négligeable de revenus. Je travaille dans la high-tech, je suis sans revenu, je suis moins disponible la journée. Je travaille surtout en fin de semaine. Je réalise mes meilleurs chiffres en fin de semaine où la demande est forte. C'est du gagnant-gagnant. Les taxis contestent, eux, le procédé. Ils dénoncent une concurrence déloyale qui met en danger toute la profession. On parle d'environ 200 000 personnes qui aujourd'hui possèdent la licence d'exercer en tant que chauffeur de taxi. Là, tous ces conducteurs mettent en danger la vie des passagers. L'affaire s'est retrouvée au milieu du sommet économique de Davos la semaine dernière. Le PDG d'Uber, Travis Kalanick, s'est entretenu avec le Premier ministre Netanyahou en marge du Forum suisse. Cette rencontre n'a pas échappé à Israël Katz. Il a vertement rappelé au chef du gouvernement que son travail n'était pas de prendre soin des capitalistes mais des citoyens d'Israël. Pour revenir à la situation sociale en France, on peut aisément penser que François Hollande n'est pas pressé de rentrer at home. L'Inde lui va si bien. Océane Nicole. François Hollande clôture sa visite en musique et en couleurs. Invité d'honneur du République Day, un défilé qui célèbre l'anniversaire de la Constitution indienne de 1950. Une parade qui met en scène la puissance militaire du pays et sa diversité culturelle. 1h30 de festivités qui a démarré du palais présidentiel jusqu'au mémorial du soldat inconnu. 123 militaires français étaient présents. Le 35e régiment d'infanterie de l'armée de terre a défilé aux côtés des troupes indiennes. Une première puisqu'aucune troupe étrangère n'avait encore paradé avec l'armée militaire de l'Inde. Un défilé sous haute sécurité. Près de 50 000 personnes ont assuré la protection des participants. François Hollande et le Premier ministre indien ont suivi l'événement derrière des vides blindés. L'Inde et la France vivent tous deux dans la menace de nouveaux attentats terroristes. New Delhi, Paris via Téhéran, c'est la route, mais pas d'escale pour François Hollande. C'est à Paris qu'il accueillera demain le président iranien en grande pompe. Trouvera-t-il le temps de s'informer auparavant et d'entendre les doléances des réfugiés iraniens? Espérons-le. Le reportage à Paris d'Élodie Toto. Paria Cohendel, 18 ans. Malgré son jeune âge, elle est aujourd'hui recherchée par le régime d'Hassan Rouhani pour activisme. Un besoin d'agir qui est né de l'arrestation violente de son père. Ils ont pointé leur arme sur ma tête et ils m'ont séparé de mon père. Depuis, je ne le vois qu'en prison. Farzad Madadzadeh a lui été emprisonné pour activisme. Il purgeait une peine de 5 ans lorsqu'en 2013, l'actuel président Hassan Rouhani est arrivé au pouvoir. Un président réputé modéré. Pourtant, Farzad a vu sa situation en prison s'aggraver. Avant, j'étais en isolement. Après, j'ai été souvent interrogé par 3 personnes. J'avais les yeux bandés, on m'a torturé. Pour le régime actuel, c'est légal. Ils attrapent les gens, surtout les sympathisants des moudjahidines du peuple. Parfois, il suffit d'avoir quelqu'un de sa famille lié au mouvement. Et c'est considéré comme un crime. Un crime passible de mort. Selon Amnesty International, plus de 2000 personnes auraient été pendues ces 2 dernières années pour des raisons parfois ridicules, comme la distribution de tracts. Il est inacceptable dans des sociétés démocratiques qui respectent les valeurs démocratiques et des droits de l'homme de recevoir un président qui fait de la torture, les exécutions sommaires et extrajudiciaires des fois, l'application de la peine de mort d'une façon très expansive et comme moyen de gouvernance. Les Iraniens en exil, comme Paria et Farzad, et avec eux, ceux qui résistent toujours en Iran, comptent sur François Hollande pour aborder avec Hassan Rouhani la situation des droits humains en Iran. Cela se fera peut-être entre 2 discussions autour de millions d'euros d'échanges commerciaux. C'est tout l'art de la diplomatie moderne. Question, si le président iranien visite le musée du Louvre, devra-t-on habiller ou cacher les nus artistiques comme au musée de Rome? Léa Volbert. Un nouvel allié pour promouvoir la paix, un allié stratégique au cœur du Moyen-Orient. Le pape François s'est entretenu 40 minutes ce mardi avec le président iranien Hassan Rouhani. Un message, aider la communauté internationale à rétablir une stabilité dans cette région dévastée par les guerres à répétition.
Dans un communiqué, le pape François exhorte l'Iran à trouver des solutions politiques adéquates qui mettent fin à la diffusion du terrorisme et au trafic d'armes. Le souverain pontife souligne la responsabilité de chaque communauté religieuse dans la promotion de la réconciliation, allusion à peine voilée au conflit entre sunnites et chiites qui scinde la région et provoque de vives tensions, notamment avec l'Arabie saoudite. Hassan Rouhani était entouré d'une délégation de 12 diplomates et officiels iraniens. Parmi eux, Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, qui a activement participé à l'accord de Vienne en juillet dernier. Une visite minutieusement organisée. Pour éviter d'offenser la délégation iranienne, les statues nues du musée du Capitole ont été couvertes. En lieu et place des Vénus et autres œuvres d'art, des blocs de plastique blanc. Une décision de la mairie de Rome qui a rapidement créé une polémique. Le parti de la Ligue du Nord dénonce un énième acte de soumission à une culture qui ne nous appartient pas. Les radicaux, eux, rappellent qu'il y a à peine 7 mois, des affiches avaient également été recouvertes dans la ville de Turin, cette fois pour ne pas heurter la sensibilité du pape en visite officielle. Si le Vatican insiste sur les valeurs spirituelles communes entre islam chiite et catholicisme, les Italiens, eux, n'oublient pas le quotidien des Iraniens. Une manifestation était planifiée dans les rues de Rome. Objectif, rappeler les derniers chiffres alarmants de l'ONU. En 2015, l'Iran a exécuté au moins 700 condamnés. Et une dépêche nous parvient à l'instant. Les relations entre Israël et l'ONU vont peut-être se crisper encore davantage. Le Premier ministre israélien a accusé le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, d'encourager le terrorisme. Ce sont ses mots. Le secrétaire général de l'ONU a parlé de la frustration des Palestiniens, je le cite, face à l'occupation israélienne. Benjamin Netanyahou lui a répondu que les Palestiniens voulaient simplement détruire l'État israélien et non pas construire 2 États. Donc je vous donnerai d'autres informations avant la fin de Paris-Jaffa et bien sûr vous en aurez d'autres dans le journal de Jean-Charles Banoun. Et là on va reparler des islamistes parce que tout simplement on a fait parler un certain sympathisant islamiste sur Canal Toujours Plus. Léa. Oui, la scène s'est déroulée effectivement sur Canal+, c'était dimanche dernier, et la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, est vivement critiquée pour avoir réagi à minima aux propos dérangeants d'un dirigeant associatif. Il s'appelle Idriss Sy Hamedi, il est fondateur de l'association Baraka City. Alors l'objectif de sa venue sur le plateau était simple, il milite pour la libération de Moussa Ibn Yacoub, membre de l'ONG qui est incarcéré au Bangladesh pour activités suspectes en lien avec le terrorisme. Seulement très vite, dimanche dernier sur le plateau, eh bien, la discussion dérape. Le fondateur de l'organisation se présente comme un musulman normal et déclare ne pas serrer la main aux femmes. Ali Badou, le présentateur de l'émission, lui pose la question « Condamnez-vous l'État islamique ?» On écoute la réponse et la réaction de la ministre. S'il tire sur des femmes enceintes, je ne vais pas vous dire non, je ne condamne pas. Donc je pense que oui, mais je suis gêné de la question. Je suis gêné de la question parce que je pense, je le répète, c'est pas équitable. On n'a pas demandé au président... On est un peu gêné de la réponse, pour tout vous dire. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez envie de réagir? Non. Je crois que c'est une association qui porte une façon de voir les choses qui n'est pas la mienne, à laquelle je ne souscris pas et qui me met aussi mal à l'aise, honnêtement, sur votre plateau, donc je ne rajouterai rien. Je ne rajouterai rien et c'est précisément ce qu'on lui reproche. Et justement, la polémique, pour cette raison, s'est invitée à l'Assemblée nationale. Oui, avec notamment un vif échange entre Yves Niccolin, député du Parti Les Républicains, et la ministre. Je vous propose d'en écouter un extrait à présent. Vous n'avez pas eu le courage de vous lever, de donner tout simplement l'exemple. Madame, par votre silence, vous avez laissé faire. Par votre complaisance, vous n'avez pas été à la hauteur. Je condamne évidemment les propos qui ont été tenus par ce président d'association sur ce plateau. Je regrette qu'on lui ait offert une tribune. Une fois encore, l'école est totalement engagée pour transmettre les valeurs que nous sommes en train de défendre, car nous n'avons qu'un ennemi de part et d'autre de cette Assemblée. Je vous invite à ne pas abîmer ce travail par des polémiques dérisoires. Merci, Madame la Ministre. Alors un échange tendu à l'image de ce qu'on peut voir depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Ils sont tous allés de leurs petits commentaires, surtout à droite. À noter la réaction du membre du Parti Les Républicains, Guillaume Pelletier. Savez-vous, Madame la Ministre, que le respect des femmes n'est pas une option mais un principe? Ou encore le maire de Nice, Christian Estrosi, sur Facebook. Eh bien pour lui, la ministre aurait dû condamner fermement les propos d'Idriss Sy Hamedi. Pour l'opposition, on voit bien que cette affaire
affaire n'est qu'un exemple de plus du refus du gouvernement de nommer les choses pour ensuite les affronter. Merci Léa. Les autres événements de la journée vus par David Klezewski, c'est notre toute image. On ouvre ce tour du monde avec le miraculé du jour. Image en Grande-Bretagne d'un homme percuté par un véhicule. L'homme de 53 ans a été projeté sur plusieurs mètres et souffre de contusions à la tête, mais il a quitté l'hôpital après quelques jours et se remet de ses blessures. La police de Brighton a lancé un appel à témoins pour retrouver le criminel de la route qui a pris la fuite. L'Europe à 29, c'est peut-être pour bientôt. La Bosnie va présenter officiellement sa demande d'adhésion à l'Union le 15 février prochain. Nous estimons avoir fait suffisamment de progrès, selon Sarajevo. Bruxelles a déjà salué plusieurs réformes, mais le processus est encore long. Si la demande d'adhésion est acceptée, la Bosnie pourrait entrer en négociation avec l'Union jusqu'en 2025. La Russie revendique la méthode forte. Les 500 bombardements qu'elle a menés en Syrie, selon Moscou, ont renversé la situation sur le terrain. Côté diplomatie, des négociations de paix entre les parties doivent débuter ce vendredi à Genève. Mais cela doit se faire sans les Kurdes du parti de l'Union démocratique. C'est en tout cas ce que souhaite imposer la Turquie. D'État et le 4 septembre. Déchéance de nationalité, acte 2. Il faut maintenant prendre son stylo et trouver les mots qu'il faut dans la Constitution. Je ferai demain des propositions, après toute cette phase de consultation, pour permettre, car c'est la mission que le président de la République m'a donnée, le rassemblement le plus large. La mesure concernant les personnes reconnues coupables de crimes terroristes avait provoqué des remous au sein de la majorité. 290 millions d'euros supplémentaires. C'est ce que le gouvernement promet pour venir en aide aux agriculteurs et aux éleveurs. La crise subie par les exploitations a été aggravée par les épizooties, particulièrement touché l'élevage des canards suspendus pour nettoyage des installations et qui pourra reprendre au début du mois de mai avec des canetons frais et sains. Et pour finir, mauvaise nouvelle pour ceux qui circulent sur les autoroutes, les tarifs vont augmenter, plus 1,12% en moyenne dès le 1er février. Une hausse que l'État justifie par un accord avec des sociétés concessionnaires dont le loyer a augmenté. Chanel Forever, c'est pas de la pub, c'est de l'art, dit-on. Julia Ganassia. Chanel entre dans la danse. Sous la verrière du Grand Palais, les mannequins sortent une à une d'une maison en bois à étages pour défiler dans un jardin zen. Sur des chaussures à semelles compensées en liège, elles avancent sur un chemin de dalles en bois installé dans l'herbe. Robes et jupes sont étroites, arrivant à mi-mollet. Elles sont fendues derrière pour faciliter la marche et laissent entrevoir des plissés transparents et brillants. Les volumineux chignons et le maquillage, de traits de crayon le long de l'œil, s'inspirent d'une sculpture en plâtre de Picasso. Les couleurs sont subtiles et douces, ton crème, rose, ivoire, pour une élégance évoquant des silhouettes de différentes époques. En guise de sac, une pochette qui s'accroche à la ceinture pour plus de liberté de mouvement. Un univers que Karl Lagerfeld a voulu écologique, le décor en bois sera entièrement recyclé. Tout est influencé par quelque chose, mais ce n'est pas comme si on s'était dit que maintenant on allait faire du japonais, pas du tout. Il n'y avait pas de kimono, non, c'est plus une manière d'être zen et relaxé dans un esprit de modernité actuelle. Des capes scintillantes donnent des airs de princesse. La robe de mariée finale, alliant traîne majestueuse et suite à capuche, est faite en fleurs de coton et papier. Les actrices Diane Kruger, Gwyneth Paltrow et Laura Smet étaient parmi les célébrités présentes au défilé, de même que le mannequin Cara Delevingne. La Britannique a attiré toute l'attention des photographes lors de son arrivée sur les lieux pour un show qui, comme toujours chez Chanel, a tourné au spectacle. Valérie Forever, dites-nous pourquoi, chère Valérie, vous êtes si admirative. Parce que c'est l'esprit de la France, le rayonnement de la France, le savoir-faire français. Là, on est dans la haute couture. C'est pas du tout la même chose que le prêt-à-porter, si vous voulez, je vous explique. La haute couture, c'est unique. Il n'y a qu'en France qu'il y a ça. La haute couture, ce sont des règles très strictes qui datent de 1910, qui ont été améliorées, on peut dire comme ça, mais enfin pendant le régime de Vichy, et puis qui ont été un peu assouplies en 1994. Et donc, c'est quoi? Ce sont des vêtements faits sur mesure, des vêtements uniques, pour la plupart faits
à la main. Ce sont des vêtements qui sont obligés d'être faits par ce qu'on appelle les métiers d'art, les plumassiers, les brodeurs, les paruriers. Et ce qu'on vient de voir avec Chanel, c'est le meilleur de la France. Et moi, ça me transporte à chaque fois parce que ce sont des ateliers, des petites mains. Chanel, d'ailleurs, a racheté en 2002, je crois, la plupart des métiers d'art français pour les ramener sous une appellation générale qui s'appelle paraffection. Et maintenant... Pas pour les étouffer, pour les faire vivre. Ah non, bien sûr, pour les faire vivre, pour pérenniser. Et ça permet d'ailleurs à ces métiers d'art de travailler pour d'autres maisons. Dior peut faire appel à des brodeurs que je connais d'ailleurs, voilà. Remarquables. Le Sage, j'imagine, vous connaissez Non, on ne va pas les citer, mais ils écoutent depuis Paris l'émission. Oui. Donc, non, pour vous dire que c'est une spécificité extraordinaire, cette histoire de sur-mesure. Alors, et puis il y a aussi, j'avais oublié, vous êtes obligé, lorsque vous faites de la couture, d'avoir un minimum de 50 modèles, et les modèles le défilé se termine par une robe de mariée. Voilà. Mais oui, non, je peux vous raconter d'autres choses. Non, parce qu'on va rendre l'antenne, mais vous l'avez très très bien dit, et on sent dans votre regard toute cette admiration pour ce monde. J'aime la mode. Voilà, 6 Français. Merci beaucoup Valérie Abécassis. Dans 30 secondes, on va rendre l'antenne. À 20h précisément, heure française, Jean-Charles Banoun reviendra justement sur cette déclaration de Benyamin Netanyahou. À 21h10, le magazine Sport de Jean-Philippe Lustig. Bonne soirée sur I24 News. À demain, 19h. Au revoir.